assumer des crimes internationaux pour nous peut-être durant cette période. C'est le parquet qui a donné ces noms, mais rien ne s'oppose à ce qu'au cours de l'instruction, un supplétif puisse être envoyé au juge pour lui demander d'inculper une personne que nous pensons, d'après les actes instructifs, qu'il a eu à participer dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou bien contre les peuples. Pour le moment, les renseignements que nous avons obtenus, les documents que nous avons exploités, ne nous permettent d'engager des poursuites que pour ces personnes que je décide. La liste n'est pas exhaustive, comme je l'ai dit. Si au cours de l'instruction, nous avons des éléments qui nous disent que telle personne a eu à participer à tel crime et qu'on pense que cette personne est un responsable principal, nous ne manquerons pas de mettre dans la procédure soit que soit victime. Donc, ceci étant dit, lorsque nous avons considéré qu'il y avait des indices graves de contrebande après, nous avons agi en tant que procureur de la République. Vous savez, nous avons deux casquettes, procureur de la République et procureur général. Et le code de procédure pénale nous permet, lorsqu'il y a des indices graves de comportement de une personne, compte tenu des nécessités de l'enquête, de le garder à vue et de le présenter au juge d'instruction. On en parlait dans l'enlèvement, mais ça n'est pas dans l'enlèvement, c'est une arrestation qui a été menée avec tact pour la sécurité de la personne arrêtée et pour la sécurité des personnes venues l'arrêter. Parce que nous avons obtenu des renseignements pour voir qu'il a disposé de certains armements et il avait même des armes de guerre. Et quand on est en face d'un danger, on ne sait pas l'attitude de la personne visée. Elle peut même être tentée de mettre fin à sa vie, comme c'est jamais. Donc il fallait vraiment agir avec tact et éviter un attroupement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des menaces qui ont été relayées par voie de presse parce que certaines populations se disaient être le bouclier de la vie. Pour toutes ces raisons, et compte tenu de ces risques, de présenter une interpellation non discrète, nous avons demandé donc à la DIC de procéder donc, à son arrestation sans bruit ni temps. Et je crois que on a fait aucun incident. Et le délai de garde à vue viendra à expiration des événements et c'est après sera présenté au juge d'instruction. Le juge d'instruction travaille en toute indépendance et il est le maître de son information. Nous, parquet, nous faisons donc notre travail et nos attributions ont été clairement définies par le juge. Nous travaillons donc avec l'instruction sur la base des réquisitions. Les réquisitions, ce sont les demandes que le procureur fait au juge d'instruction, qui est libre de prendre notre transporteur, en disant moi je ne suis pas d'accord avec le parquet, je ne vais pas demander ici, je vais faire autre chose. Il est aussi libre de dire écoutez, les éléments que le parquet m'ont donné me suffisent, donc je prends une ordonnance conforme à ces réquisitions. Donc le parquet a fait donc, quelques demandes, quelques requêtes. La première requête va dans le sens de la mise en détention de M. Albert. Non seulement pour les troubles graves apportés à l'ordre public national et international, mais aussi pour sa sécurité et pour une bonne sérénité de la procédure. Nous voulons éviter que ces anciens réseaux puissent être activés et nuire à la bonne marche de la procédure, et surtout pour des raisons liées donc, à la protection de l'ordre public. Nous avons pensé qu'il doit être à proximité des juges et éviter toute entrave donc, à la marche de la procédure. Donc les menaces dont je vous ai parlé, qui ont été relayées dans la presse, me semblent toujours actuelles. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'il soit mis préventivement en détention pour l'ordre public et pour les nécessités de l'information. Deuxième requête que nous avons donc
déposées sur la table du juge. Il s'agit des mesures conservatoires sur les biens des inculpés. Vous savez que les biens des inculpés constituent le gage donc, des victimes qui sont créancières d'un droit à réparation des dommages découlant directement des infractions. L'article 87 bis du Code de procédure pénale nous permet par de demander la pratique de mesures conservatoires. Qu'est-ce que ça dit? Il s'agira d'identifier et de localiser tous les biens meubles et immeubles des inculpés, y compris après, d'entendre toutes les personnes pouvant donner des renseignements sur la traçabilité de ces biens pour pouvoir donc les mettre sous main de justice pour un éventuel dédommagement de victimes lorsque ces inculpés sont déclarés coupables des faits qui lui sont reprochés. En dehors des mesures conservatoires sur les biens, nous avons des expertises médico-légales. Il y a ce qu'on appelle l'anthropologie médico-légale qui va nous permettre de détecter par son les sites abritant les charniers. Ensuite, une fois ces charniers identifiés, nous allons demander des exhumations pour pouvoir dater les ossements et d'abord, dans le premier temps, vérifier la nature de ces ossements. Est-ce qu'il s'agit d'ossements humains ou bien d'ossements animaux? C'est la première chose à faire. Ensuite, les dater pour voir si ces ossements datent de la période pour lesquelles nous avons reçu mandat de poursuivre, c'est-à-dire entre 82 et 90. Des expertises aussi graphoniques qui seront demandées si le document de la DDS a été contesté par les inculpés. Il faut dire que ces documents-là ne contiennent pas mes signatures, mes annotations. Là, auquel cas, je demande aussi de désigner un graphologue pour nous édifier sur l'auteur des écritures contestées. Bien, grosso modo, voilà ce que nous avons pu donc rassembler et il constitue le support même du réquisitoire introductif donc donné au juge d'instruction. Comme je vous l'ai dit, le juge d'instruction va vérifier, va entendre les victimes et les témoins et un déplacement incessant se fera donc au Tchad sur la base d'une commission rogatoire qui les permettra d'entendre les victimes sur place et certains témoins clés de la procédure. La défense aussi peut proposer l'audition de certains témoins et cela entre dans le cadre de ce qu'on appelle le procès équitable. Maintenant, si à la suite